sujet, qu'il s'efface de l'assistance technique étrangère, les idées en rapport avec nos besoins et avec notre souveraineté nationale, et qu'en problème de l'éducation de nos enfants, qu'ils ne pratiquent pas une politique d'abandon de nos propres valeurs et que celle de l'étranger. Question, qui est élite, qui ne l'est pas? Quelles sont les qualités qu'on peut conférer à une élite? Est-ce qu'un professeur d'université est-il élite? Un président de la République, un député? Mais pourquoi nous avons vu sous cet angle-là? C'est parce que quelque part, nous avons compris que notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans des sérieuses difficultés économiques. Aucun développement, aucune avancée significative. Voilà pourquoi nous avons voulu parler de cette question. Et au cours de cette émission, il y a un invité qui est censé de répondre à toutes ces préoccupations. Oui, c'est un invité de marque. Il s'agit donc du professeur Kabongoma Lou Emmanuel. Il est professeur à l'Université nationale, pédagogique nationale plutôt, et puis secrétaire général et porte-parole de la conscience nationale congolaise. Et également secrétaire général du Centre panafricain Cheikh Anta Diop pour la renaissance de l'Afrique noire, CEPACRA en sigle. Bonsoir, prof Kabongo Emmanuel. Bonsoir. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous ce sujet, la question de l'élite intellectuelle? Merci beaucoup pour cette invitation. Surtout merci parce que dans ton introduction, je t'ai entendu citer longuement, sans le dire quand même, Mabika Kalanda. Oui, et ça m'a fait un grand plaisir parce que j'ai publié sur Mabika Kalanda un livre intitulé Mabika Kalanda et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa. Donc, vous savez, parler des élites dans une société n'est pas une chose aisée. Je crois que je voudrais prendre une option diachronique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire des sauts dans le temps et de voir comment est-ce que notre pays évolue. Le problème des élites ne se pose au Congo depuis l'indépendance. Déjà en 1960, quand le président Kasavubu chassait Lumumba du pouvoir, et que Lumumba chassait Kasavubu du pouvoir, et que Mobutu a installé, n'est-ce pas, son collège de commissaires généraux, M. Bourguiba, un nationaliste tunisien et qui sera président de ce pays-là, va faire une remarque hyper importante. Il va dire, le Congo, voilà un pays où le peuple et ses élites sont incapables de prendre leur destin en main. Oui. C'est Bourguiba qui l'a dit et nous sommes dans les années 60. Et donc, déjà, il soulève le problème des élites. Mais c'est plus tard que un intellectuel congolais, Mabika Kalanda, va vraiment travailler sur les élites dans son livre intitulé La remise en question, base de la décolonisation mentale. Voilà. Ces livres, il écrit à partir de 64, il les termine en 65. Et dans ces livres, il dit ceci. Il dit, j'écris ces livres parce que 4 ans après notre indépendance, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup trop de misère, il y a beaucoup trop de morts, il y a beaucoup trop de souffrances qu'avant l'indépendance. Oui. Et il dit, pourquoi est-ce que le matériel, pourquoi est-ce que l'infrastructure que le Belge nous a laissé, cette infrastructure qui a fait la richesse de la Belgique, donc la Gécamine, la MIBA, pourquoi cette infrastructure aujourd'hui ne peut pas nous servir à nourrir notre peuple et nous devons mourir de faim, nous faire des guerres, tout ça. Il conclut, et c'est ce qui est intéressant, il dit, notre pays donne l'impression d'un pays qui manque des élites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des élites pour prendre en main le destin national. Donc, en réponse à ta première question, les élites sont considérées comme des conducteurs de leur peuple. Les élites sont considérées comme des gens qui prennent en charge le destin d'un peuple et d'un pays, c'est-à-dire qui prennent en charge le destin national.
ils écrivent des livres, ils produisent la pensée sur tous les problèmes qui se posent dans la société, ils trouvent des solutions. Surtout, ils constituent une masse critique capable, n'est-ce pas, de faire changer la forme, le visage d'un pays. Oui. Donc, c'est ainsi que Bika Kalanda, en 1964, quand il a terminé son livre, il dit, voilà, notre pays, il y a trop de souffrances, on s'administre trop de souffrances, on vole l'argent, on malmène les gens parce qu'il n'y a pas des élites. Et si cette situation continue comme ça, nous risquons de perdre ces pays. Il dit parce que nous sommes entourés de tous les petits peuples ici, de tous ces grands peuples qui veulent prendre notre pays et nous mettre en esclavage. C'est ce que Bika Kalanda dira. Il faut faire attention. La situation ici ne doit pas durer. Si elle dure, nous allons perdre le pays. Et nous, les lecteurs de Bika Kalanda, nous avons soumis la pensée de Bika Kalanda à une sorte d'évaluation dans le temps. Oui. Il a dit ça en 64-65. 10 ans après, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Parce que Bika Kalanda dit, s'il n'y a pas des élites qui prennent en charge notre destin commun, nous allons de mal en pis et nous finirons par perdre ces pays. Alors comment est-ce qu'on a fait l'évaluation? Nous disons, il a écrit en 60. Et nous mettons les années 70. En 70, il y a un autre grand penseur qui s'appelle Rudolf Filon-Akabongo, qui publie des articles mondialement connus et respectés. Oui. Et il dit le Congo dans le marécage. Et il explique, il dit voilà, notre pays est une société bloquée. Il n'y a plus de morale publique. Il n'y a plus de moralité. Les gens vivent sans dessus de ça, sans qu'il y ait une voie, une direction vers le haut. On vole l'argent de l'État, on tue, on administre de la pauvreté aux gens, et nous sommes dans une société qui est comme un marécage. Nous sommes englués dans ces marécages. Nous n'allons pas nous en sortir. Il revient à la même problématique des élites. C'est-à-dire, on aurait cru que Bika Kalanda qui disait que la situation, si elle continue, si la population se mise à une telle pauvreté, oui, si la faim continue à devenir famine, si cette situation continue comme ça, nous allons perdre les pays. On aurait cru qu'en disant cela, 10 ans après, il y aurait peut-être eu des élites, n'est-ce pas? On bloquerait la situation, on arrêterait, n'est-ce pas? Les pays prendraient une autre forme, non? Au contraire, le pays s'est enfoncé, et c'est en 1970, dans les années 70, que Rudolf Filon-Akabongo écrit le Congo dans les marécages. Et on se dit, mais peut-être que Rudolf Filon-Akabongo s'est trompé, peut-être que quelques années plus tard, nous sommes dans les années 80, c'est Moudimbe, le grand Moudimbe, le professeur Moudimbe, qui publie un livre sur le carnet de Sœur Gertrude. Il dit, dans notre pays, le Congo, la politique n'est pas civilisée. Elle ne travaille pas pour donner du bonheur au peuple. Elle travaille pour donner de la souffrance. Et il décrit dans ces carnets-là toute la souffrance que le peuple connaît pendant la guerre de Chaba, comment on tue des gens, comment on nous malmène. Et on se dit, voilà. Donc, depuis que Bika avait dénoncé l'absence des élites au Congo comme cause cardinale de la descente en enfer de notre pays, cette absence continue, donc elle ne continue pas seulement, mais elle s'agrandit, les problèmes deviennent de plus en plus insolubles, prennent des dimensions incurables, parce que justement, il n'y a pas une race d'hommes, de gens qui peuvent prendre en main les destins du Congo. Ces gens-là, ce ne sont pas seulement des politiciens. Ça peut être des élites religieuses, des élites économiques, ça peut être des élites sociales, donc des personnes ou des personnalités qui connaissent le Congo, qui aiment le Congolais et qui consacrent toute leur vie, n'est-ce pas, au bonheur des Congolais. Et voilà qu'en 70, dans les années 80, quand Moudimbe écrit cela, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? 10 ans après, nous sommes là avec les épirations ethniques au Katanga,
Donc les opérations ethniques, vous considérez ça comme le désaveu le plus criant, n'est-ce pas, de l'absence d'une nationalité. Oui. Une nationalité. Les gens sont chassés des Katanga, des gens. Donc, on a l'impression, et c'est ainsi que j'ai accepté de participer à cette émission, qu'il n'était pas encore formé dans notre pays de véritables élites, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui aiment le Congo, qui prennent le destin du Congo dans leurs mains, qui prennent le destin du Congo sur leur dos, qui travaillent au jour le jour sur le Congo pour que le Congo devienne un pays qui peut rendre heureux son peuple. Parce que quand Madi Kalanda parle des élites dans son livre sur la remise en question, il donne d'abord quelques exemples des élites. Il dit voilà, les premières élites congolaises, les plus grandes, c'est Patrice Emery Lumumba, c'est Tata Simon Kimbangu. Il dit pourquoi? Il dit voilà des gens qui ont consacré toute leur vie au Congo et qui ont été mis dans des conditions pour trahir le Congo, mais qui ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, comme Lumumba, il a été, n'est-ce pas, malmené, mis en prison, tué. On a trouvé sur le corps de Lumumba 60 balles, 60 impacts de balles. Donc on l'a mis là-bas, on l'a tué. Et voilà Tata Simon Kimbangu qui est resté en prison pendant 30 ans. Et à un moment donné, en prison, il n'était pas nourri, il n'était pas pris en charge au niveau des soins et tout ça. Et dans un colloque, j'ai entendu quelqu'un me dire que Simon Kimbangu, quand il est mort, quand on a fait l'autopsie, il n'avait pratiquement pas d'intestin parce que comme il n'était pas nourri, il avait perdu ses intestins. Donc, c'est même quelqu'un qui place la barre très haut pour dire que pour sauver un pays, il faut que les gens s'y consacrent. Le bonheur n'arrive pas de lui-même. Il faut que les gens soient à la manœuvre. Donc, aujourd'hui, tous les... Comment dire... tout ce que Madi Kalanda a décrié, c'est-à-dire la souffrance que le peuple congolais se donne. Donc, les gens aiment se faire souffrir. Le vol de biens communs, le détournement d'argent. Toutes ces situations, aujourd'hui, quand nous parlons ici, c'est d'actualité. Oui. Donc on a l'impression qu'il ne s'est pas formé au Congo une élite capable de prendre en main les destins communs, une élite capable à un moment donné, n'est-ce pas, de forcer l'histoire à changer de forme. Très bien, prof. Oui. Puisque vous parlez de la situation de 1960, oui. Mais lorsque le roi de Belge voulut lancer son aventure coloniale au Congo, les discours étaient celui consistant à faire admettre que la civilisation supérieure plutôt devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises. Mais c'est dans cette optique aussi que les Congolais ont intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Mais 50 ans après l'indépendance, 60 ans après l'indépendance, on a quand même l'impression que nos compatriotes sont devenus des néocolonialistes, des anti-panafricains. Ils ont fait recours aveuglément aujourd'hui, je dirais, à l'aide occidentale, oubliant que notre élite, comme vous l'avez évoqué, est celui d'abord d'arracher l'indépendance économique et spirituelle. Et ils ont également oublié que cette aide occidentale ne fera rien pour le peuple et cela ne sera pas gratuit. Mais vous ne voyez pas que par là, la question de l'élite intellectuelle se pose avec acuité. Pourquoi ne pas arrêter ces systèmes au lieu de continuer avec? Écoutez, moi je vais te donner une réponse à deux dimensions. Oui. La première chose que vous devez savoir est que les premières élites congolaises, qu'on appelle les évoluées, oui. Parce que je crois que vous avez bien lu Madi Kalanda, étaient des gens formatés pour remplacer les Belges, tout en jouant le rôle des Belges. C'est-à-dire, oui. C'était des gens qui s'habillaient comme les Belges, qui mangeaient comme des Belges, et qui avaient pour mission de continuer, n'est-ce pas, la colonisation, mais avec la peau noire. C'est ça, non? Oui. Et Mabika dénonce ces évolués-là qui ont pris l'indépendance et qui l'ont pour justement s'enrichir sur les œufs des Congolais. Mais il faut retenir une chose, c'est que
C'est que les Congolais, les premiers politiciens congolais, aussi bien de Mobutu à Joseph Kabila, jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'ils ont retenu au Congo est que au Congo, la politique est synonyme d'extorsion. Les gens n'accèdent, et ça c'est Léopold qui a laissé cette image. Oui. Léopold s'est enrichi au Congo en nous faisant travailler, en nous imposant, en nous imposant des travaux forcés, oui. Et en nous imposant, n'est-ce pas, des souffrances indicibles, incroyables. Donc aujourd'hui, tous les historiens sont là-dessus, sont unanimes pour dire qu'au Congo, le plus grand legs que Léopold nous a laissé, c'est de considérer que la politique est une extorsion de fonds. Oui. C'est-à-dire quelqu'un accède à la politique, non seulement pour rendre service, non, mais c'est pour s'enrichir, oui. Pour extorquer le fonds, pour prendre les fonds par la force. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de détournements d'argent. Et que la politique au Congo est souvent liée à la violence. La violence, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons connu une très grande violence sous Léopold II. Et nous avons hérité de cette violence. C'est-à-dire que les Congolais sont incapables de résoudre des problèmes politiques de façon, civilisée, en respectant la loi. Parce que chaque fois que les gens vont dans des conclaves pour discuter, ils ne respectent pas la loi. C'est-à-dire qu'ils sont allés en dehors de la loi. Oui. Donc c'est une autre violence. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est vrai que quand on regarde le Congo d'en haut, on dit un pays qui a des problèmes récurrents, qui ne se terminent jamais. Oui. Nous avons le problème de la paix à l'Est, avec les Rwandais de tous ces pays. C'est depuis 60 que nous avons ces problèmes. Pourquoi est-ce que ça ne se résout pas? Ça ne se résout pas parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prennent ces problèmes en main pour trouver la solution. Mais prof, justement par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on ne peut pas se référer également toujours à Mabika Kalanda qui a dit qu'il y a des éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. Et d'autre part également, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Ce sont ces deux facteurs-là qui peut-être expliquent nos multiples problèmes ingérences dans les affaires. Ça explique un petit problème, mais quelle est la solution que Mabika propose? Oui. Tu l'as vu dans les livres? Non, non. Alors, non, il y en a, mais d'une façon implicite. Il dit qu'un pays comme le Congo doit développer une armée. Oui. Il dit que l'armée, c'est la chose que nous devons chérir. Il faut relire les livres. Ah oui. Vous verrez que Mabika fait de l'armée la chose la plus importante parce qu'il n'y a pas de souveraineté à défendre si vous n'avez pas une armée pour défendre cette souveraineté. Vous ne pouvez pas défendre vos frontières si vous n'avez pas une armée pour défendre vos frontières. Donc c'est ainsi que Mabika dit que voilà, il est surpris de voir que notre armée est soumise à des formations venant des pays d'ailleurs, alors que tous ces pays-là viennent avec une idéologie pour déranger notre armée. Et c'est ainsi que Mabika dit que vous avez un pays comme le Congo a le devoir de se construire une armée, une grande armée pour, n'est-ce pas, pour dissuader tous ces voleurs, oui. Pour dissuader tous ces pays qui nous entourent, et pour dissuader, n'est-ce pas, toutes les convoitises dont parlait Eli Kiambokolo. Donc, et là, c'était une des solutions. Et ça reste fondamentalement la grande solution pour que nous puissions nous en sortir. C'est que le Congo, tel qu'il est aujourd'hui, doit avoir une armée à sa dimension. Parce que vous ne pouvez pas prétendre avoir une nationalité, un pays, si vous n'êtes pas capable de la défendre. Et depuis que les guerres sont venues ici, depuis Mobutu, des guerres de 85, tout ça, nous n'avons jamais pu gagner une guerre. On nous impose toujours des échecs. Donc nous, les Congolais, nous avons les devoirs, et vous allez le lire dans Remise en question. Il y consacre vraiment un très grand chapitre pour dire que relever le Congo signifie qu'on doit construire une armée forte. Relever le Congo signifie qu'on doit construire une véritable administration. Mabika appelle l'administration nationale comme l'âme d'un pays. Oui. Voilà. Donc, l'une des missions fondamentales des élites, c'est d'abord de construire une nation. Construire une nation signifie quoi? Signifie dire au peuple que la tribu, que les villages, ce sont des données. Mais la nation est une construction.
C'est-à-dire, nous devons dépasser les petites dimensions territoriales, la tribu, pour aller vers la nation qui a une dimension juridique, n'est-ce pas, et de droit. Et ça, le travail là est fait par les élites. C'est-à-dire, ce sont eux qui forment les gens, qui nous forment nous tous ici, qui vous disent, voilà, ne vous collez pas à votre tribu, parce que dans la tribu, vous êtes très peu nombreux. Et vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pour protéger contre les ennemis étrangers. Et c'est honteux qui nous démontre que notre histoire n'est pas une histoire tribale. Nous avons une grande histoire, c'est-à-dire une histoire qui commence depuis l'Égypte ancienne, qui arrive ici, les Bantous, nous entrons dans notre pays. Donc, quand ils vous ramènent à cette histoire-là, à l'origine, comme on dit, la communauté des origines, les élites constituent ce qu'on appelle la nation. C'est-à-dire, nous dépassons tous ces petits cadres de la tribu, nous dépassons tous ces petits cadres du clanisme, nous montons vers, n'est-ce pas, la communauté des origines. Comment nous sommes venus, nous les Congolais, ici? On n'a pas été ici jetés par... Non, nous sommes venus comme ça là, les Bantous, du Nigeria, de l'Égypte ancienne, du Nigeria, et puis nous sommes venus ici. Donc c'est cette origine-là qu'on doit faire voir aux gens que voilà notre seule origine, qui constitue ce qu'on appelle notre congolité, parce que les gens ont peur de ces termes. Mais non, pourquoi avoir peur de congolité? Mais puisque vous parlez de la tribu et du clan que l'on doit dépasser, le même Mabi Kakalanda, sans les nier. Le même Mabi Kakalanda dit que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifiaient. C'est ça. Voilà, donc tu es en train de me donner raison. C'est justement ça. C'est-à-dire, pour éviter les divisions, il faut quitter les petites dimensions territoriales, c'est-à-dire la tribu, les clans, les villages. Oui. Parce que ça nous divise. Il faut remonter. Quand nous sommes venus, on n'est pas venu en tribu et village. Quand nous sommes venus, c'est une population qui a fui. Quand vous connaissez votre histoire, c'est l'Égypte ancienne, d'où nous tirons notre source, n'est-ce pas, originelle, a été soumise par les Grecs, les Romains, les Perses, tout ça. Et après une longue soumission, les Noirs disent non. Nous rentrons dans le continent, sur le continent. Et ils rentrent. Donc, c'est cette descente-là qui constitue notre histoire. C'est ce qu'on appelle notre source originelle. Et c'est ça ce qu'il faut expliquer aux populations. Les tribus et les villages sont venus comment? Ce sont des différenciations territoriales. Quand nous sommes venus ici, il n'y a pas d'eau, suffisamment d'eau pour tout le monde. On s'est dit non, nous allons là-bas parce qu'il y a suffisamment d'eau, parce qu'il y a une route, parce qu'il y a suffisamment de terres arabes. Ce sont des séparations momentanées qui sont dues à l'espace, n'est-ce pas, à l'occupation de l'espace. Mais notre venue est unique. Et c'est là qu'il faut toujours indiquer à la population que nous ne sommes pas venus ici comme des populations bigarrées, mais nous sommes venus comme une masse qui veut occuper sa terre, et que cette entrée-là, cette percée-là qui constitue ce qu'on appelle notre origine commune. Et c'est cette origine-là qui fonde, n'est-ce pas, la nationalité congolaise. Très bien, prof. Oui. Maintenant, parce que dès que vous dépassez les tribus et tout ça, vous avez 10 millions, vous avez 100 millions de Congolais unis, formant une nation, sont capables de réfléchir, d'aller de l'avant. Alors que si vous restez dans les tribus, c'est à peine 300 000 personnes, et vous n'allez pas faire une nation comme ça. Alors cette tâche-là, d'amener le peuple à comprendre ce qu'on appelle sa communauté d'origine, c'est de la tâche qui est dévolue en premier lieu aux élites. Donc si vous voyez un pays où 50-60 ans après l'indépendance, les gens continuent à parler en termes tribaux, là, ça signifie qu'il n'y a pas des élites, que les élites n'ont pas fait leur travail. C'est pour ça que Jacques Séville est venu dire ça avec toi dans cette émission, pour dire que le problème des élites se pose chaque fois qu'un pays a des problèmes récurrents, sempiternels, qui ne se terminent jamais, qui ne trouvent jamais des solutions. Comme le problème de la nationalité, de la nation congolaise. Chaque fois que nous avons des problèmes ici, il y a une petite tribu qui se réveille là-bas qui dit non, moi je vais entrer en rébellion. Mais enfin, quand les gens de Katanga disent nous allons entrer en rébellion, nous allons former. Mais le même jour là, la Zambie prend les Katanga.
L'annexe, mine de rien. Les Kassaïens là disent que nous voulons aller dans la rébellion. Le même jour, là, l'Angola prend aimer. L'Équateur là dit nous voulons entrer. Le même jour, là, c'est Centrafrique qui prend la main dessus. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous voyez la Tanzanie en train de faire des routes vers Kindu, vers les Manions, vers le Tanganyika. La Tanzanie. Donc, tous ces pays qui nous entourent ont toujours des objectifs précis sur nous. Et pour casser ces objectifs-là de domination, ils sont les élites qui cassent. En expliquant au peuple que nous sommes 100 millions, nous serons 200 millions dans les siècles prochains, nous sommes une grande puissance. Nous n'allons pas nous séparer pour des petites choses. Et ça, c'est le travail des élites, en utilisant notre histoire, en utilisant notre géographie, en utilisant notre venue sur ces terres africaines du Congo. Et ça, ce travail-là n'est pas encore fait par les élites congolaises. Mais face à la persistance de tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, oui, peut-on parler de la présence de l'élite intellectuelle dans notre pays? C'est ça, on ne peut pas en parler. C'est difficile de croire que dans un pays comme le Congo, 100 millions de personnes, 100 millions d'habitants, il y ait des élites, alors que les petits problèmes que nous connaissons depuis 60 sont toujours là. Et que nous sommes incapables de construire, que les élites sont incapables de construire, de constituer une masse critique importante pour donner une impulsion neuve à la République. Donc là, c'est dangereux, on ne peut pas. C'est l'absence des élites qui fait qu'il n'y a pas de morale publique au Congo. Les gens, c'est incroyable que les gens votent de l'argent comme des petits pains. Ou sans honte, sans se dire que non, je vais, en volant de l'argent de la communauté, je mets ma communauté dans la pauvreté, et que si on le découvre, je serai à la risée. Et les gens vont vous dire, oh non, il a été maltraité, vous avez arrêté quelqu'un, vous l'avez maltraité en le menottant. Mais regardez même aux États-Unis, quand un voleur, quand Dominique Strauss-Kahn a été pris dans son hôtel, on l'a menotté, on appelle ça la marche de la honte. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui travaille contre la société, doit marcher honteusement dans la rue, il faut que, bon, le laïe. On l'a vu avec Dominique Strauss-Kahn, tous les voleurs américains, on les arrête, on le menotte. Ça s'appelle la marche de la honte. Ce n'est qu'ici au Congo, où on voit les gens venir faire des leçons pour dire que voilà, et les droits de l'homme. Mais quand quelqu'un vole l'argent de la communauté, toute la pauvreté que nous avons ici, quand tu demandais à Tshisekedi Mouko, le vieux Tshisekedi, il dit Kimwibi. Je crois que vous l'avez suivi. Oui. Kimwibi Ndezo Mombo. Et vous jurez, on s'en rend compte que c'est devenu notre talon d'Achille. C'est devenu notre talon d'Achille. Oui? Notre faiblesse, en fait. La plus grande. Donc, les gens n'ont pas encore eu ce qu'on appelle la moralité publique. Oui. Quand on te demande de faire un service national, un service public, c'est une, comment dire, c'est une expérience presque divine. Vous savez, quand un pays se construit, quand un pays construit son État, quand un pays construit ses institutions, c'est-à-dire que ce pays-là devient ce qu'on appelle un pays mature. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes de justice, tous ces problèmes d'administration, qui les résolvait avant? Qui trouvait des solutions à ces problèmes? C'est Dieu. Lisez dans l'Ancien Testament. La Bible, c'est Dieu qui cherchait des solutions entre les hommes et les femmes, les voleurs et le... Non. Après, les hommes ont dit non. Nous allons tirer toutes ces prérogatives divines, les prendre en main. Et ceux qui ont ces prérogatives-là, c'est-à-dire les administratifs, les gens qui font de l'administration, ces gens-là sont comme Dieu, il faut les respecter. Maintenant, prof, oui. En fait, par rapport aux solutions, avec tout ce que vous venez d'évoquer, maintenant, que faudra-t-il faire pour aujourd'hui arrêter ce cycle infernal de la mise en mal du détournement, de la pauvreté, du sous-développement de la République démocratique du Congo? Voilà. Vous me posez la question de savoir comment construire les élites au Congo. Oui. Les élites existent, c'est-à-dire un individu par là, il écrit des livres, il a sa pensée, il diffuse. Les élites existent, nous avons des élites qui sont dans nos universités, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les élites n'existent que quand justement elles prennent prégnance sur la société. C'est-à-dire des gens, on voit que non, cette société n'est pas une chèvre abandonnée. Cette société n'est pas abandonnée dans les mains de prédateurs, de voleurs, non.
Donc les élites, prenons l'exemple de la Chine. La Chine a connaissé la même situation que nous connaissons ici. Oui. Les voleurs, les gens mouraient, au moins 1 million de personnes mouraient chaque mois, il n'y avait pas de nourriture, les gens s'enrichissaient, tout ça, tout ça. Ils se sont battus pour avoir leur indépendance. Vous savez que la Chine a été dominée pendant longtemps par le Japon, et vous aussi par l'Angleterre, tous ces pays se sont enrichis là-bas. Et les élites, c'est qui sont des Mao Tse-tung. Oui. Ils se mettent ensemble, ils disent, voilà, nous, qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter ces vols. Ils en sortent le système de couper la tête. C'est-à-dire, tu voles, on te coupe la tête. Calmement. Et les pays qui les a merdés, la Corée, les Japon... C'est un bon exemple pour la République. Je te l'ai dit que dans un pays comme le Congo, parce qu'avant d'arriver là-bas, j'étais surpris. Les journalistes tels que vous êtes là, vous avez l'impression que les élites sont des professeurs d'université, et les élites ce sont de... Non, c'est faux. Vous faites partie des élites. Vous là. Vraiment des élites, ce sont des journalistes. Pourquoi? Ce sont eux qui mettent en valeur les autres élites. Oui. Quand il y a des professeurs d'université qui écrivent des livres, quand ils font des discussions, ce sont n'est-ce pas, des journalistes qui rapportent, qui les diffusent dans la société. Oui. Parce qu'une pensée n'existe que quand elle est diffusée. Un pensée peut écrire, comme je l'ai écrit là, c'est publié, je ne sais pas, chez l'Harmattan. Si ce n'est pas diffusé par la presse, ce n'est pas discuté, ça n'entrera pas dans la tête des gens. Mais curieusement, au Congo, les journalistes ne donnent les micros aux gens qui n'ont rien à dire dans leur tête. Parce que ces gens-là, ils sont capables de payer. C'est-à-dire, il vient, il a des sous. Je peux citer 1 million de personnes ici, des gens qui n'ont même pas le droit de parler, mais qui viennent ici pour parler de la tribu, pour parler de, je ne sais pas moi, des choses tout à fait inutiles. Mais pourquoi est-ce qu'ils accèdent à tout ça? À la radio, ils accèdent parce qu'ils ont des sous. Donc, c'est vous, les journalistes, là, vous êtes responsables en grande partie de la diffusion de ce qu'on peut appeler des antivaleurs ici. Justement, c'est vous là, vous allez voir des gens qui ont volé de l'argent. Moi j'ai vu des gens, j'ai vu des journalistes, s'il vous plaît, j'ai vu des journalistes qui sont allés faire des enquêtes, qui discutent des décisions de la justice. C'est vous. Dans quel pays du monde est-ce que les gens discutent des décisions de la justice? Même dans des journaux télévisés, des gens disent, ah, c'est une décision de la justice. On ne la discute pas. Il faut donner du poids à la justice. Donc, nous avons un problème ici, c'est nous tous ici réunis. Nous sommes incapables, et les journalistes, et les professeurs d'université. Donc, la faute incombe à nous tous. Et voilà, et les avocats qui défendent des causes perdues. Un avocat, on lui démontre noir sur blanc que non, ce monsieur, c'est un voleur, c'est un bandit. La police dit non, les preuves là ne sont pas probantes. Comme si, dans une société, tout comportement délictuel était défendable. Donc, il y a là, mon cher frère, des choses qui doivent être dites, et je vais vous les dire. Les élites là ne peuvent pas vivre comme des électrons libres. C'est-à-dire quelqu'un produit son petit livre là-bas, il parle dans un petit coin. Non. Les élites doivent se mettre ensemble. Les professeurs d'université là, ils sont incapables de se mettre ensemble. Quand ils se mettent ensemble, c'est juste pour discuter des salaires. Mais personne ne fait un programme pour dire voilà, mais il y a des problèmes qui se posent. Puisque vous êtes allé vite en besogne, est-ce que justement vous avez dit que... Non, tu veux parler des solutions. Oui. En fait, les journalistes font partie des élites intellectuelles, mais à 100%. Et un professeur d'université, un député, un président de la République, est-il élite intellectuelle? Vous savez, nous quand nous parlons, mais il y a ce qu'on appelle des élites politiques. Tout le monde est considéré comme une élite politique. Le Papa Simon qui manque, c'est une élite religieuse. Mais lorsque nos politiques ont du mal à résoudre les problèmes de la population, est-ce qu'ils sont appelés élites? Mais écoutez, non, quand tu dis, ce n'est pas tout le monde. Hein, quand on a parlé de Lumumba, on n'a pas dit que Mobutu était une élite politique. Tu as déjà entendu quelqu'un dire que Mobutu était une élite politique? Non. Il a été président de la République pendant 32 ans. Tu as déjà vu quelqu'un dire que non, Mobutu était une élite politique? Non. Pourquoi? Parce que c'est la société elle-même là qui dit, voilà des gens qui s'occupent du Congo. Voilà des gens qui ont pris le pouvoir sur le Congo sans s'occuper du Congo. Vous comprenez? La société que tu vois ici, c'est une mécanique assez drôle. Vous voyez des gens qui marchent comme ça, et ils sont inclinés, ils ne regardent pas des gens, mais dans leur tête, là, ils savent qui sont des vraies élites au Congo.
Sauf que ces vraies élites-là ne sont pas nombreuses. Comme dit Mabika Kalande, il faut que ces élites-là soient nombreuses et aiment réellement leur pays pour supporter toutes les souffrances. Et que ces élites-là se mettent ensemble aussi pour faire un programme sur la nation et sur l'État. Oui, on ne peut pas être une élite en travaillant seul dans un petit coin. Non, à un moment donné, il faut se retrouver avec les gens. Surtout, il y a une chose qui doit être faite par les élites. C'est trouver les moyens de communiquer avec leur peuple. Ah oui, vous ne pouvez pas, nous écrivons des livres en français, mais qui lit ces livres en français au Congo-Kinshasa ici? On a toujours dit qu'il n'y a que 10% des Congolais qui accèdent à la langue française. Mais qui va lire tout ça? Donc, les élites là, si elles existent réellement, doivent trouver le moyen de prendre le pouvoir dans l'espace public. Et pour prendre ces pouvoirs-là, les élites doivent s'exprimer en langue nationale. Vous comprenez? Oui. Parce que vous prenez ce problème des élites-là comme un problème... non, les élites doivent trouver eux-mêmes là. Parce que ce sont, on les appelle l'intelligence de la nation. Ils doivent trouver eux-mêmes là le moyen de s'introduire auprès de notre peuple, de discuter avec ce peuple dans sa langue et de les convaincre pour former ensemble une masse critique, changer les choses. Donc, j'estime au jour d'aujourd'hui, comme tu me l'as dit tout à l'heure, Oui. d'abord les professeurs d'université dont vous parlez là, ils ont un très grand pouvoir qu'ils n'utilisent même pas. Vous voyez les universités ici, Oui. ce sont des centres de recherche. C'est dans les universités qu'on produit des idées, dans les universités qu'on produit de nouveaux paradigmes, qu'on change des choses. Mais ils passent leur temps dans des cabinets politiques, ministériels. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça fait même partie de notre devoir, c'est d'aller éclairer les cabinets quand ils n'ont pas d'éclairage. Pour quel résultat? C'est ça. Donc, le problème c'est que les professeurs d'université doivent se mettre à leur travail, c'est-à-dire être des professeurs-chercheurs. Oui. Donc des gens qui s'occupent des problèmes de leur pays. Vous savez, nous sommes à l'université, nous avons beaucoup de pouvoir. Nous pouvons prendre une cinquantaine d'étudiants, on dit, étudiez un peu les problèmes du Rwanda là. Faites-nous des mémoires. Toi, tu fais des mémoires, dis non, étudiez un peu le Rwanda. Pourquoi est-ce que le Rwanda est capable de nous importuner, de nous mettre mal à l'aise? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donnez des mémoires comme ça aux étudiants. Vous formez une équipe. Ils vont vous produire une certaine intelligibilité du sens. Et ces mémoires-là, ces travaux-là font partie, au deuxième niveau, être traités par des professeurs eux-mêmes. Ils disent, voilà ce qu'ils ont donné. C'est comme ça qu'on crée des paradigmes explicatifs. C'est comme ça qu'on crée des théories pour diriger un pays. Vous n'allez pas... Vous allez... Aujourd'hui, quand je suis dans l'université, je suis surpris parce que je vois les enfants travailler sur des théories fonctionnalistes, mais c'est des trucs qu'on appelle des cadres explicatifs dépassés. Donc, je pense que les professeurs d'université ont le devoir de devenir ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des chercheurs, professeurs-chercheurs, de produire la pensée. Oui. Et là aussi, il y a un problème, c'est l'État. Oui. L'État congolais n'est pas capable d'accueillir de nouvelles idées. L'État congolais n'est pas capable d'accueillir de nouvelles idées. Il n'y a pas de disposition pour accueillir de nouvelles idées. Tout comme au Congo, les populations ici, même la pensée là, quand vous avez des livres comme ça, regardez, il y a combien de librairies dans cette ville? Combien de librairies? Vous allez trouver une seule librairie, vous mourrez, on vous dit, mais on va mettre tes livres où? Donc vous avez même des livres que vous ne savez pas vendre. Donc notre société n'est pas une société suffisamment intelligente pour accueillir de nouvelles idées. Donc nous devons nous mettre ensemble, vous les journalistes, les producteurs d'idées, pour dire qu'est-ce que nous devons faire des programmes. Moi, je voudrais, avant de finir, parler d'un homme. Quelqu'un est venu ici, qui avait fait, un professeur, qui a travaillé à l'ONU pendant longtemps. Avant de finir sa vie, il est rentré, il dit non, je vais venir au Congo pour être utile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un centre de recherche. C'est ça aussi, ça nous manque. L'ICREDES, un institut de recherche stratégique et de développement au Congo. Il a pris tout simplement, comme il n'avait pas beaucoup de sous, il a pris tout simplement sa maison, il a mis un centre de recherche. Il cherchait des livres auprès des amis, il a mis là-bas. Et chaque mercredi, tous les professeurs ici, on s'est retrouvés là-bas. On s'est retrouvés pour discuter quels sont les... C'est ainsi que nous avons produit des livres sur la balkanisation du Congo. Nous avons produit des livres sur les degrés zéro de la politique congolaise. C'est-à-dire, un groupe était en train de se former.
Parce que quand nous sommes ensemble là, il n'y a pas de supérieurs et des inférieurs. Chacun donne des idées et nous discutons. Et quand l'idée est bonne, nous y adhérons. Parce que quand une idée est bonne, elle est cohérente, elle s'impose. C'est ainsi qu'aujourd'hui au Congo, ce qui nous manque sont des centres de recherche. Les lieux où des élites là, peuvent se retrouver, les journalistes, les professeurs d'université, les avocats, les magistrats. Les gens se retrouvent comme ça de temps en temps pour discuter ensemble, pour dire voilà, quel est le canevas que nous prenons pour notre pays. Et c'est ça, ça nous manque. Mais, prof, en fait, oui. Puisque nous parlons de l'élite intellectuelle, Mabika des Kalanda, élites. Des élites intellectuelles plutôt, Mabika Kalanda... Enlève les mots intellectuels, mettez-moi des élites. C'est-à-dire la crème des gens qui aiment les pays, qui aiment le Congo et qui consacrent tout leur temps à ces pays-là. Très bien. Mais Mabika Kalanda, oui, dont nous venons d'évoquer tout à l'heure, il s'est posé un certain nombre de questions que moi je fais bien, et puis vous allez répondre à toutes ces questionnements. Il s'est posé la question, il s'est dit, est-ce que notre passé philosophique colonial aujourd'hui nous prédispose-t-il en nous affirmant des personnalités fières, fortes et dynamiques? Le Congo, notre pays aujourd'hui, peut-il sauvegarder cette personnalité, quel que soit en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Notre présent en grande partie, l'œuvre du colonisateur, nous assure-t-il des chances de progresser à un rythme que nous puissions nous fixer nous-mêmes sans pour autant tenir compte d'autres systèmes mondiaux? Quand M. Kalanda parle de la remise en question, oui. Ce qu'il veut qu'on remette en question, ce n'est pas seulement la colonisation, oui. C'est aussi la culture africaine, dans ses dimensions spirituelles. Oui. Alors, la première remise en question, c'est la colonisation. Il est venu nous dire qu'il nous a apporté une modernité, mais cette modernité, c'est une modernité aliénante, qui s'est greffée sur des aliénations insupportables. Parce que pour s'imposer chez nous, les Blancs ont dû recourir à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la déculturation. C'est-à-dire dire que nous, vous les Congolais, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas de formation, vous êtes, n'est-ce pas, des sauvages. Oui. Et tout ça s'était fait comme ça. Et effectivement, pendant un siècle, nous avons pris tout ça comme de la monnaie comptante. C'est-à-dire on a ingurgité et on nous a construit un manque d'estime de soi, n'est-ce pas? Nous sommes devenus des gens peureux. Le monde est venu ici. Il est à la Brazzaville. Il se met devant un restaurant. Il dit, je peux avoir un peu d'eau. La femme lui dit, une femme blanche, il dit, mais monsieur Lumumba, entre ici bien prendre de l'eau. Il dit, je peux entrer, oui, mais assieds-toi, je vais te servir. Donc, alors qu'au Congo, à ce moment-là, le monde était incapable d'entrer dans un bistrot de blanc et prendre même de l'eau. Vous comprenez? Donc, la colonisation belge a été une aliénation incroyable qui nous a réduit notre estime de nous-mêmes, qui nous a totalement déculturés et les gens ont pratiquement accepté tout ça. C'est ce que M. Kalanda dit, il faut remettre tout ça en question. Et sur notre culture africaine, il dit, mais la culture africaine donne l'impression d'une culture qui ferait croire à l'homme que tout vient de Dieu, que tout vient de la force vitale, c'est-à-dire de lui-même il ne peut rien faire, oui, il faut que de l'extérieur, tout vienne de l'extérieur. C'est même qu'il dit, il faut remettre tout ça en question. Parce que l'essentiel, c'est de faire que l'homme devienne lui-même le maître de l'univers. Et il dit, à la dernière page, il dit, l'homme doit devenir comme Dieu. Oui. Ah. Mais pour que l'homme devienne comme Dieu, ce n'est pas un travail des hommes politiques, c'est un travail des élites qui donnent aux hommes la confiance en eux-mêmes. Pour dire, vous pouvez tout faire. Comme mon père me disait quand j'étais enfant, il dit, tu peux tout faire, pourvu que tu sois en bonne santé. Mais tout celui qui est créé à l'image de Dieu est Dieu. Ça, c'est dit dans la Bible. Mais nous pouvons le faire nous-mêmes ici, sans recourir à la Bible. Prof, nous achevons déjà vers la fin de cette émission. Une seule question pour terminer. Oui. Quelle qualité qu'on peut conférer à une élite? Ah, d'abord, l'élite, c'est la compétence. Oui. Ça dit, les gens, vous ne pouvez pas aimer une chose que vous ne connaissez pas. On ne sait pas comment vous allez acquérir cette connaissance, peut-être à l'université, peut-être dans la culture, peut-être... Mais vous devez aimer le Congo, connaître le Congo et l'aimer. Vous devez être un modèle, c'est-à-dire quelqu'un
qu'on ne trouve pas dans toutes ces situations de vols d'argent, de ceci, de vols de femmes d'autrui. Non, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui est capable de résister à beaucoup de choses, aux tentations. Vous savez, on dit, le président Kasavubu a la mission, il rentre, il retourne l'argent qui est resté de la mission. C'est beaucoup de choses. Et il est mort, pratiquement pauvre. C'est comme Lumumba. Quand Lumumba est mort ici, Mobutu et Nenda sont allés dans la banque que dirigeait Damso ici. Et je crois que ça devait être dans cet immeuble. Ah bon? Ah oui, Damso avait une banque ici. Oui. Mobutu sont allés avec Nendaka. Sont allés, il a dit aux autres, à Damso, ouvrez-nous ce compte, donnez l'argent. Quand Damso voulait discuter, on l'a mis à Makala là-bas. Ils ont pris le peu d'argent qui était dedans. Vous voyez, ce ne sont pas des élites. Mais Lumumba était une élite. Il est resté longtemps sans négocier pour dire je ne peux pas trahir. Donc la première chose qui compte, même quand aujourd'hui on parle, on demande aux gens, on dit ah il n'a pas fait des études. Non, pour diriger le Congo, pour aimer le Congo, il faut l'aimer. Il faut aimer le Congo. Il faut être en mesure de supporter, comme tu sais dit, les vieux, à supporter toutes les souffrances. C'est dit, les vieux est visible comme il est dans la trempe de Lumumba, de Kasavubu, de Simon Kimbangu. Très bien. Oui. Je vous signale que nous avions réussi pour vous le professeur Kabongoma Louis-Emmanuel. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale, secrétaire général et porte-parole de la conscience nationale congolaise, et puis secrétaire général du Centre panafricain Cheikh Anta Diop pour la renaissance de l'Afrique noire. Il est également auteur de plusieurs ouvrages dont vous voyez devant lui là, Mabika Kalanda et l'échec de l'édification nationale au Congo-Kinshasa, les criminels ont-ils des leçons à donner, et également la critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop. Avec lui, nous avions abordé la question de l'élite intellectuelle, véritable pour notre pays. Je crois que ces propos nous aident à effleurer les problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.